Bonjour donc à toutes et à tous, voici notre tour d'horizon de l'actualité de ce matin. Ce matin, eh bien, le monde reste instable et les enjeux sont énormes. De la tension nucléaire entre l'Iran et les États-Unis aux frappes militaires au Pakistan, en passant par la politique américaine, les marchés immobiliers, le marché du travail, jusqu'aux géants de la tech, du divertissement et aux grandes institutions internationales. On va passer tout cela en revue, ces événements clés, des événements chiffrés, des événements analysés, et on va vous montrer ce que ça change pour vous et pour notre monde. À Genève, les négociations nucléaires entre États-Unis et Iran se sont conclues sans accord malgré les progrès significatifs évoqués par le ministre iranien Abbas Araghchi. Ainsi, la reprise imminente à Vienne début mars montre clairement que ni Téhéran ni Washington ne souhaitent un échec immédiat. Cependant, la route vers un compromis reste excessivement étroite. Chaque mot, chaque geste est passé au crible. En effet, le point central demeure l'enrichissement d'uranium. Pour l'Iran, il s'agit d'un droit souverain absolu et d'un levier stratégique face à 15 ans de sanctions. À l'opposé, les États-Unis y voient un risque de prolifération inacceptable. Par conséquent, une solution intermédiaire se dessine, enrichissement civil limité sous contrôle strict de l'AIEA, mais elle bute précisément sur les stocks existants, environ 440 kilos d'uranium à 60%, potentiellement plusieurs kilos, plusieurs bombes même seraient portées à 90%. Ainsi, Téhéran exige un allègement total des sanctions pour toute dilution. D'ailleurs, l'analyse stratégique révèle une négociation lourdement influencée par la pression militaire. Donald Trump amasse ses porte-avions, B-52 et sous-marins dans le golfe Persique, transformant le dialogue en diplomatie coercitive pure. De son côté, l'Iran refuse catégoriquement d'inclure ses missiles balistiques, considérés comme sa garantie ultime de dissuasion. En clair, chaque camp teste la détermination de l'autre tout en laissant une porte diplomatique ouverte. Vous l'aurez donc compris, l'équilibre demeure précaire, les experts convergent, la paix prévaudrait sur une guerre immédiate, un conflit ouvert se révélant catastrophique pour les deux parties. Le scénario le plus vraisemblable serait donc un compromis limité obtenu sous forte pression militaire. Toutefois, une méprise sur les signaux, un accident naval ou une surenchère des proxys chiites pourrait tout faire basculer. La marge d'erreur reste ainsi infime. Le risque d'une confrontation régionale majeure ne s'évanouit pas. Pour le moment, en tout cas, pendant que Washington et Téhéran se testent, eh bien, une autre région brûle. Puisque dans la nuit du 26 au 27 février, cette nuit, le Pakistan a mené des frappes aériennes et terrestres contre des positions talibanes à Kaboul, Kandahar et Paktia. Le ministre pakistanais de la Défense, M. Mohamed Asif, a parlé, je le cite, d'une guerre ouverte, estimant qu'Islamabad avait épuisé sa patience face aux attaques menées, selon lui, depuis le territoire afghan. D'après les autorités pakistanaises, les opérations visaient des postes, des quartiers généraux et des dépôts de munitions talibans le long de la frontière de 2600 km. Les talibans, par la voix de leur porte-parole Zabinullah Moujahid, ont reconnu des frappes dans plusieurs zones urbaines tout en rejetant toute implication dans les attaques au Pakistan. Les bilans provisoires font état de lourdes pertes militaires et civiles sur fond de dégradation rapide de la situation humanitaire. Sur le plan stratégique, cette confrontation s'inscrit dans une logique d'escalade réciproque. Chaque attaque entraîne une riposte, renforçant le risque d'un conflit prolongé. Islamabad entend neutraliser les infiltrations du traître taliban Pakistan et de l'État islamique, tandis que Kaboul dénonce une atteinte à sa souveraineté. À court terme, la perspective d'un apaisement apparaît fragile, un cycle de frappes et de représailles semble le scénario le plus probable, laissant présager une frontière instable et un avenir incertain pour les populations civiles. Et à Washington, eh bien, pendant ce temps, on tente de limiter les risques avant que tout ne dégénère. La prochaine bataille législative au Congrès américain met en jeu bien plus qu'une question de procédure. Elle traduit une lutte pour le contrôle du pouvoir militaire et au-delà pour la définition du rôle des États-Unis dans l'équilibre géopolitique mondial. Les démocrates
de la Chambre s'apprête à soumettre au vote la résolution bipartite Kana-Massi qui limiterait la capacité du président américain Donald Trump à engager des opérations militaires en Iran sans approbation préalable du Congrès. Ce texte s'inscrit dans une logique de contre-pouvoir institutionnel. Après plusieurs décennies de concentration du pouvoir exécutif en matière de sécurité, le Congrès entend réaffirmer son autorité constitutionnelle afin de rendre plus prévisibles les décisions d'engagement militaire américain. L'enjeu n'est pas seulement juridique, il vise à encadrer une présidence dont les décisions unilatérales peuvent provoquer d'importants chocs économiques et géopolitiques. Sur le plan économique, la mesure cherche à limiter les risques de volatilité liés aux tensions au Moyen-Orient. Une intervention non encadrée contre Téhéran ferait immédiatement grimper les prix du pétrole et du gaz, déstabilisant les marchés de l'énergie, le dollar et les obligations américaines. En imposant un filtre parlementaire, les élus veulent ainsi réduire l'incertitude stratégique perçue par les investisseurs. Mais le consensus reste fragile. Plusieurs voix au sein des deux camps et des deux partis, comme celle de Mike Lower et Jeff Gottheimer, plaident pour maintenir une flexibilité présidentielle jugée essentielle face aux menaces iraniennes. Ce clivage illustre donc la tension permanente entre la réactivité militaire, facteur de puissance globale, et la discipline institutionnelle, garante de la stabilité économique. En arrière-plan, eh bien, c'est aussi la crédibilité internationale des États-Unis qui est en jeu. Et tandis que des discussions se poursuivent à Genève et à Vienne sur l'avenir du nucléaire iranien, les alliés européens observent, eux, avec attention la manière dont Washington arbitre entre contrôle civil et initiative militaire. Et si elle était adoptée, eh bien, cette résolution Kana-Massi ne serait pas seulement un signal de prudence budgétaire et financière, mais aussi un rappel de l'équilibre des pouvoirs qui fondent la démocratie américaine et conditionnent sa projection stratégique au Moyen-Orient. Et de la guerre au marché, parlons d'un autre secteur clé. Le passage des taux d'emprunt immobilier américains sous 6% marque en effet un tournant macroéconomique majeur pour le marché immobilier. Selon Freddie Mac, le taux fixe à 30 ans a atteint 5,98%, un plus bas depuis 2022. Au-delà du symbole, cette baisse agit directement sur la solvabilité des ménages et sur la fluidité du marché. En effet, la hausse brutale des taux depuis 2022 avait provoqué un effet de verrouillage, c'est-à-dire que des millions de propriétaires bénéficiant de crédits à 2 ou 3% contractés pendant la pandémie refusaient tout simplement de vendre pour ne pas emprunter à des conditions bien plus coûteuses. Résultat, une offre raréfiée et des prix élevés. Mais des taux commençant par 5 pourraient progressivement lever cette contrainte en réactivant la mobilité résidentielle. Par ailleurs, la baisse améliore mécaniquement le pouvoir d'achat immobilier. D'après Zillow, un ménage médian peut désormais acquérir un bien d'environ 331 000 $, soit plus de 30 000 $ de capacité supplémentaire en un an. Mais cependant, cette amélioration reste relative. Les prix ont bondi d'environ 50% depuis 2020 selon la National Association of Realtors, neutralisant en partie l'effet des taux. De plus, l'enjeu est aussi patrimonial. La hausse continue des prix a enrichi les propriétaires existants tout en accentuant les inégalités avec les locataires. Le président américain Donald Trump lui-même a indiqué ne pas souhaiter une chute marquée des prix afin de préserver cette richesse. Ainsi, la détente des taux ne garantit pas un véritable retour à l'accessibilité, elle signale plutôt un rééquilibrage progressif entre stabilité financière, mobilité du marché et préservation du patrimoine immobilier existant. Et ce n'est pas tout aux États-Unis puisque l'emploi reste solide. En effet, le dernier rapport du département du travail américain confirme la résilience du marché de l'emploi. Pour la semaine se terminant le 21 février 2026, les nouvelles demandes d'allocation chômage se sont élevées à 212 000, en légère hausse, mais bien en deçà des niveaux de 2025 et sous les attentes des économistes. Ces chiffres traduisent un équilibre fragile, un contexte de faible embauche et faible licenciement. Les entreprises restent prudentes face aux incertitudes commerciales, notamment les droits de douane partiellement invalidés par la Cour suprême et à l'adoption accélérée de l'intelligence artificielle qui recompose les besoins en compétences, particulièrement dans la tech. Résultat,
Un taux de chômage stable à 4,3%, loin des signaux de crise. Cette solidité a pourtant des répercussions immédiates sur la politique monétaire, avec une inflation persistante au-dessus de l'objectif de la Fed. La stabilité de l'emploi éloigne le risque d'une baisse rapide des taux directeurs. Les 1,833 millions de demandes continues soulignent par ailleurs un rythme d'embauche modéré mais suffisant pour soutenir la consommation sans surchauffe. En clair, le marché du travail américain incarne un arbitrage macroéconomique. La prudence des employeurs face aux chocs tarifaires et technologiques garantit une stabilité bienvenue, mais freine une reprise plus dynamique de l'activité. Et pendant ce temps, l'économie mondiale continue de tourner. En 2025, le commerce mondial a surpris par sa vitalité, plus 4,4% malgré les droits de douane américains massifs selon l'Organisation mondiale du commerce, 2 fois plus rapide qu'en 2024. Ce rebond révèle une économie monde étonnamment résiliente face aux chocs tarifaires. Deux moteurs conjugués l'expliquent. Les entreprises ont d'abord réorganisé leur chaîne d'approvisionnement pour contourner les taxes ciblées. Surtout, l'explosion des investissements IA a dopé les importations de semi-conducteurs, serveurs et data centers depuis l'Asie, représentant une part clé de cette croissance. Mais 2026 s'annonce bien plus sombre. La taxe générale de 10% validée par la Cour suprême, même avec 150 jours de transition et l'essoufflement des investissements IA, devrait ramener la croissance à 0,5%. Chine, Brésil et Inde profitent d'un répit pour ajuster leurs stocks et leurs flux, mais au fond, l'IA n'a pas seulement boosté les volumes. En optimisant logistique et coûts, elle redessine le commerce vers le haut de gamme. Reste à savoir si cette révolution technologique compensera durablement le mur protectionniste. Et dans la tech, certains champions battent tous les records. Nvidia a affiché une performance hors norme au dernier trimestre, 68,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires trimestriel. C'est une hausse de 73% par rapport à l'exercice précédent. À première vue, la trajectoire paraît irrésistible. Mais cependant, le marché regarde déjà au-delà du pic cyclique. D'un point de vue sectoriel, la vague actuelle correspond à une phase d'investissement massif, les fameux CAPEX dans les infrastructures IA. Les hyperscalers, Microsoft, Amazon, Alphabet, ont engagé des centaines de milliards pour acquérir des GPU et bâtir des centres de données. Ce choc d'investissement a dopé la demande et les marges de Nvidia, dont le flux de trésorerie disponible explose. Or, un cycle d'équipement n'est pas linéaire. Une fois la capacité installée, la logique bascule vers l'optimisation du capital, amélioration des taux d'utilisation, arbitrage entre GPU haut de gamme et plus spécialisés, développement de solutions internes, voire rationalisation énergétique. Autrement dit, la transition actuelle vers moins de puces IA ne traduit pas un effondrement de la demande finale, mais un passage d'une phase d'accumulation à une phase de productivité. En parallèle, les anticipations de rentabilité deviennent centrales. Si les revenus générés par l'IA ne compensent pas rapidement les coûts d'infrastructure, les entreprises réduiront leur CAPEX. Dès lors, la question clé n'est plus la domination technologique de Nvidia, mais l'élasticité de la demande à long terme. Ainsi, le marché corrige moins les résultats passés que le risque d'un plateau cyclique. Nvidia reste cependant structurellement indispensable. Toutefois, son rythme de croissance dépend désormais de la capacité de l'économie numérique à transformer l'IA en profit tangible. C'est l'actualité microéconomique de ce matin. La victoire de Paramount Global et de Skydance Media dans la bataille pour le rachat de Warner Bros. Discovery illustre la recomposition accélérée du divertissement mondial à l'ère du streaming. En proposant 31 dollars par action, soit près de 81 milliards de dollars, le groupe dirigé par David Ellison a surpassé Netflix qui a jugé l'opération non rentable à ce prix. Deux visions s'opposent. Netflix défend la discipline bilancielle et la croissance organique, protégeant sa marge opérationnelle et évitant de s'endetter dans un environnement de taux encore élevé. Paramount, à l'inverse, vise la masse critique dans un secteur à coût fixe record, production, marketing, technologie. Seule la taille permet d'amortir les investissements et de renforcer le pouvoir de négociation, qu'il s'agisse
des talents ou des distributeurs. Cette fusion redessinerait profondément la carte médiatique. Studios historiques, franchises mondiales, chaînes câblées comme CNN ou TNT et plateformes numériques seraient réunies sous une même bannière. Le groupe ambitionne environ 6 milliards de dollars de synergie issus de la rationalisation des contenus, des infrastructures et des fonctions support, réduire les doublons, mutualiser les catalogues, maximiser la monétisation internationale. Reste que les défis sont considérables. Sur le plan réglementaire, la concentration dans l'information télévisée comme dans le divertissement suscitera sans doute une attention politique accrue aux États-Unis. Sur le plan financier, la création de valeur dépendra de l'exécution rapide des synergies sans dégrader la qualité éditoriale, un équilibre souvent précaire dans les conglomérats créatifs. Mais au-delà de cette transaction, c'est toute la logique de l'industrie médiatique qui bascule. Tandis que la télévision linéaire s'efface et que les audiences se fragmentent, la bataille se déplace vers la propriété intellectuelle, la donnée et la puissance financière. Plus qu'un rachat, donc, cette fusion incarne la course à la taille critique. Dans l'économie du streaming, la survie exige désormais des catalogues tentaculaires, une capacité d'investissement durable et une présence mondiale. Enfin, un changement stratégique au sommet de Davos. C'est le départ de Borge Brende de la tête du Forum économique mondial qui illustre un mécanisme économique souvent sous-estimé, le risque réputationnel comme variable centrale de gouvernance. Officiellement, l'ancien ministre norvégien se retire après une enquête interne portant sur ses liens passés avec Jeffrey Epstein. En réalité, l'enjeu dépasse la personne. C'est l'actif immatériel de Davos qui est exposé. En effet, le Forum économique mondial ne vend ni biens ni services. Sa valeur repose sur un capital symbolique, la crédibilité, la neutralité et la capacité à agréger chefs d'État, multinationales et investisseurs. Or, dans une économie fondée sur la confiance, toute controverse réduit de facto ce capital. Le maintien d'un dirigeant fragilisé aurait pu accroître le coût réputationnel pour les partenaires, les sponsors, les entreprises cotées, les fonds d'investissement et par ricochet affaiblir l'attractivité du forum. Par ailleurs, cette démission intervient après le retrait du fondateur Klaus Schwab, révélant une transition institutionnelle délicate. L'intérim confié à Eloïs Zwingli vise à restaurer la stabilité, tandis que des figures comme Larry Fink participent à la supervision stratégique. Plus largement, l'affaire agit comme un choc exogène sur les élites globalisées. Même sans illégalité formelle, l'exposition médiatique traduit de la valeur politique et relationnelle. Ainsi, la décision de Brende relève d'un arbitrage rationnel, sacrifier un dirigeant pour préserver l'institution. En somme, cette séquence confirme qu'à l'ère de la transparence, la réputation est devenue un actif stratégique et sa dégradation un risque quasi systémique pour les organisations fondées sur l'influence. Attardons-nous désormais un instant sur ce que les investisseurs vont suivre de très près aujourd'hui. Et au-delà de la géopolitique, puisque je vous rappelle qu'une guerre ouverte est actuellement en cours entre le Pakistan avec le Pakistan et l'Afghanistan sur le territoire afghan, c'est également la macroéconomie qui attirera l'œil des investisseurs avec aux États-Unis, la publication de l'indice des prix à la production pour le mois de janvier, l'indice PMI de Chicago pour le mois de février. En France, c'est la publication du PIB tout à l'heure ce matin, qui était à regarder de très près à 8h45. Et juste un mot pour vous dire que le PIB de la France a augmenté de 0,2% au quatrième trimestre 2025 et de 1,2% sur un an. C'est plutôt une belle performance et donc il est de bon ton et juste d'en parler. En Allemagne, c'est le taux de chômage pour février et les prix à l'importation de janvier qui seront scrutés de très près. Le CPI allemand également pour février sera dans le viseur des investisseurs. Et enfin, notez que l'économiste en chef de la Bank of England, Hugh Phil, prendra la parole. C'est donc une journée particulièrement chargée sur tous les fronts monétaires, géopolitiques, macroéconomiques. Il est maintenant temps de regarder ce qu'il s'est passé sur les principales places financières
de la planète hier. Et les bourses européennes ont clôturé en ordre dispersé hier, jeudi 26 février 2026, affecté par le recul de Wall Street. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,72%, tandis que l'Eurostoxx 50 a cédé 0,19%. Le géant des puces Nvidia, malgré des résultats supérieurs aux attentes, a perdu 4,7%, reflétant le scepticisme des investisseurs sur la rentabilité du secteur techno et la durabilité du cycle IA. Cette nervosité a évidemment pesé sur les indices européens. Par ailleurs, les tensions géopolitiques avec les pourparlers nucléaires Iran-États-Unis à Genève renforcent la prudence. La volatilité reste donc le maître mot sur les marchés financiers. À New York, Wall Street a clôturé également en ordre dispersé. Le Dow Jones a gagné 0,03%, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq ont reculé respectivement de 0,54 et 1,18%. Toujours, pareil qu'en Europe, les résultats trimestriels de Nvidia, meilleurs que prévu, n'ont pas suffi à convaincre les investisseurs face à la croissance annuelle moins dynamique et au coût massif de l'IA. Cette réaction souligne le scepticisme, j'arrive à le dire cette fois-ci, croissant sur la durabilité du rallye techno et le retour sur investissement. Ainsi, malgré de légers gains hebdomadaires, la volatilité persiste, reflétant l'incertitude quant à l'avenir du secteur informatique. Enfin, les cours du pétrole ont terminé en légère baisse hier, le Brent à 70,75 $ et le WTI à 65,21 $ dans un marché volatile marqué par les négociations nucléaires États-Unis-Iran à Genève. La reprise des pourparlers à Vienne début mars ouvre une fenêtre diplomatique, mais un incident naval ou une escalade régionale pourrait rapidement pousser le baril vers 80 $ et accentuer l'inflation européenne notamment. Équilibre fragile, marge d'erreur très faible, vous l'avez donc compris. Nous allons marquer une toute première pause dans cette très longue édition du 27 février 2026. Et juste après, comme convenu, eh bien, nous retrouverons Antoine Quesada. Antoine qui va commenter l'ouverture de la séance à Paris. La Paris qui a ouvert en légère baisse, moins 0,02%. Et écoutez, on commande ça dans un instant. À tout de suite sur TF1.